Hey, salut les amis, comment ça va? Allez, venez avec moi, je vous emmène rue de Bretagne. Vous allez voir, c'est très très chouette comme rue. Cette rue doit son nom à Henri IV. Ce grand roi bâtisseur voulait construire ici la place de France, d'où partaient des rues portant le nom de province du royaume. Aujourd'hui, cette rue de Bretagne, longue d'à peine 500 mètres, est pourtant l'épicentre d'un quartier très célèbre, très connu, le Haut-Marais. C'est un village qui déborde de restaurants branchés, de boutiques de haute volée et de concept stores à faire pâlir d'envie la plus branchée des fashion victimes. Mais on trouve aussi ici des personnages authentiques qu'on adore vous faire découvrir dans Paname. Cette semaine, Yvan nous régale des plus généreux sandwichs de la capitale. Ah, on peut en mettre un peu, là. Il prend le double. J'adore. Nous apprendrons avec Fabien l'art de dénicher le rare dans un cliché. Je cherche des photos avec du mouvement, je cherche des photos surprenantes. Frédéric Gersal nous raconte l'origine des arrondissements parisiens. À l'origine, au moment de la Révolution, il y avait 9 arrondissements. Et en fait, ils étaient découpés au carré, un peu comme les États américains. Nous rencontrerons Luc, qui transforme le couteau de poche en accessoire mode du quotidien. Tous ces tiroirs sont remplis de Dijo. Hein. C'est ça son nom, c'est Dijo. Voilà, Dijo, donc tu en as effectivement sur 3 niveaux. Et pour commencer, Yvan pousse les portes de l'Officine universelle de Bully, parfumeur, créateur de produits naturels de soins et de beauté, qui plonge le visiteur dans l'esthétique feutrée du 19e siècle. Bonjour Victoire. Bonjour, bienvenue. Waouh, c'est absolument splendide. Non seulement c'est splendide, en plus c'est un voyage dans le temps, quoi. Oui, alors nous on aime que voilà, on passe la porte et le temps s'arrête et on se demande où on est. Oui, on est à quelle époque là? Alors on est au 19e, qui est l'âge d'or de la maison, et donc toutes nos boutiques qui sont voilà, toujours différentes sont reconstituées dans cet esprit. La maison Jean-Vincent Bully, c'est Alors ça? Jean-Vincent Bully est le fondateur de la maison, mais maintenant nous l'appelons l'Officine universelle Bully. D'accord. Mais à l'origine, c'était donc ce monsieur qui, au 19e, a créé un parfum particulier. Alors il a créé, donc c'était vraiment un parfumeur, mais c'était aussi un vinaigrier, et ce qui lui a donné son grand succès, c'est un vinaigre de toilette qui permettait de se laver sans eau et auquel on a attribué des propriétés voilà, de repousser même les maladies en plus de l'hygiène. Alors, il y a une déco 19e siècle. Par contre, les produits que vous proposez, eux, ne sont pas des flagrances du 19e. Et en fait, c'est ça qui est intéressant. Il y a beaucoup de choses qui ont changé, d'abord dans la façon dont nous prenons soin de nous, et puis aussi dans la façon dont les produits sont pensés. Ce sont des parfums sans alcool, c'est une émulsion, donc c'est quelque chose qui va être lacté. C'est vraiment un parfum de peau. C'est très technologique d'arriver justement à fixer un parfum sans alcool. Voilà. Revenons aux flagrances. On avait vraiment envie d'avoir ces présentoirs qui sont un petit peu ludiques. Et donc, je ne sais pas, est-ce que tu veux essayer de reconnaître pour voir? Oui, mais ça, c'est pas facile. Hein. Non, je Vraiment, sais que c'est pas facile. Toi, Même pour moi qui suis là-dedans, souvent, de temps en temps, ça n'est pas évident. Donc, je ne sais pas. Est-ce que tu veux essayer justement ce parfum qui a une jolie couleur un petit peu ambrée? Donc c'est une fleur très populaire en Méditerranée. Oui, je suis sûre que tu connais. C'est la fleur d'oranger. C'est la fleur d'oranger. Par contre, on a une odeur qui est inspirée justement par le Japon, qui est assez étonnante. Je te laisse, regarde, sentir. Et là, je ne sais pas si tu vas trouver. Non, c'est plus compliqué là. Je connais cette odeur. Qu'est-ce que ça te rappelle déjà? Tu trouves que ça sent quoi? Ça sent. Je sais pas, peut-être la cuisine. Oui, ben voilà. Peut-être la cuisine japonaise. Et ouais. peut-être la cuisine. En fait, c'est une odeur de fumée. C'est du bois japonais de cyprès qui est fumé. Mais c'est vrai que nous, le fumé, dans nos têtes, c'est plutôt lié à la cuisine. Mais c'est incroyable. Hein, oui, c'est incroyable. C'est très agréable sur la peau.
Donc ça, c'est pour se parfumer. Après, il y a pour s'entretenir, le corps, Alors nous, le visage. vraiment, c'est ce que je t'expliquais, c'est qu'on a vraiment une très grande diversité de produits. Il y a une chose qui, pour toi, pourrait être très bien, c'est justement cette eau ionisée. En fait, c'est une lotion dans laquelle, par électrolyse, on a mis des oligo-éléments comme l'argent colloïdal, comme l'or, comme la chlorophylle. Et ça, c'est quelque chose que tu vas utiliser, par exemple, le matin ou le soir, qui va nettoyer le visage. Donc ça, c'est vraiment génial pour le teint, pour la qualité de la peau, pour le grain. Il y a de l'or. Oui, de l'or, des toutes petites. Et l'or, c'est pas toxique, c'est bon. Non, il n'y a pas de risque. Non. Donc je prends. Il n'y a ni arsenic, ni plomb. Je ne suis pas en train d'essayer de t'empoisonner discrètement. Non, c'est pas ça du tout. Et on part après à l'atelier calligraphie. Exactement. On va aller visiter le comptoir des services. Je te suis. On va... Ah oui, ça continue, Oui, la boutique continue. est grande. Donc nous sommes au comptoir des services. Bonjour. Et donc là, Bruno et Valérie. Et en fait, là, c'est l'endroit où vous pouvez amener tout ce que vous voulez et nous vous l'emballons. Qu'est-ce que c'est comme papier exactement? C'est un papier japonais typique en fibre de bois de mûrier. C'est très résistant, utilisé pour la calligraphie japonaise. Tout est précieux ici, hein, dans cette maison. Alors, je ne sais pas si tout est précieux, mais disons que tous les détails ont de l'importance. C'est magnifique. Et qu'est-ce qu'on va calligraphier alors sur cette étiquette? Bah écoutez, on va calligraphier. Qu'est-ce qu'on pourrait calligraphier? Allez, oui, c'est c'est l'émission ça, Paname, c'est Paris. Allez, Paname, mon amour. On est parti. Ouais, faut pas vous déconcentrer. Voici. Waouh, bravo. C'est magnifique. C'est notre époque, là. Hein. C'est notre époque. On est en plein 19e. En plein 19e. Merci beaucoup, Bruno. Je vous en prie. Merci, Victoire. Bah, de Merci rien. de cette parenthèse enchantée. C'était un plaisir. Créé en 2010, le Dijo, ultra léger et totalement personnalisé, revisite le couteau de poche pour en faire un objet ultra esthétique et branché. Salut, Jean-Luc. Salut Yvan. Comment tu vas? Moi, bien. Ça va, bien. attention, te coupe pas. Hein. Non, bah non. T'as l'habitude en même temps de les manier, tes couteaux. En même temps, on a l'habitude et on fait attention. C'est très surprenant comme boutique, coutellerie, comme on dit ici. Temple, église. Ah oui, sanctuaire. Sanctuaire. Ah oui, parce qu'ici, le couteau, il a une place Ici, particulière. on prêche la bonne parole et on encourage les gens à retrouver le plaisir d'avoir un couteau au fond de la poche et à s'en servir au quotidien, le plus souvent possible. Donc tu as un couteau sur toi, Toujours. dans la poche. Voilà. Il est quand L'oublier. même très particulier, ce couteau. Il est très léger. D'ailleurs, on les nomme de par leur poids. Tu as le plus grand de la collection dans les mains. C'est le couteau 37 grammes. 37 grammes, c'est vrai qu'on a l'impression qu'on n'a pratiquement rien. Voilà, c'est à peine plus le poids qu'une lettre. Et donc, du coup, le fait qu'il soit léger, tu vas pouvoir l'avoir tout le temps avec toi, dans la poche de ta veste, moi dans ma poche de jean. Tous ces tiroirs sont remplis de Dijo. Ces C'est ça tiroirs, son ils sont, nom, alors là, Dijo. voilà, Dijo. Donc, tu en as effectivement sur 3 oui. niveaux. Et c'est toujours la même forme. Et alors voilà, la particularité de nos couteaux, c'est qu'on a un seul modèle qui va être décliné avec différents types d'acier, donc des différentes finitions. Donc tu as une finition miroir, une finition titane noir, une finition titane grise. Tu as plein d'essences de bois ou de matières différentes qui viennent habiller le manche du couteau. On a 3 tailles également, on fait un petit, un moyen, un grand. Mais par contre, c'est un seul couteau qui se décline comme ça depuis maintenant 8 ans. Luc, quand on rentre dans ta boutique et qu'on veut un Dijo, comment ça se passe pour faire son choix? Alors c'est comme au restaurant, on t'invite déjà à t'asseoir confortablement pour profiter de ce lieu. Et donc comme au restaurant, tu as ici tu as quelques exemples pour te guider dans ton choix et tu as surtout un menu devant toi. D'accord, il faut que je bosse là. Voilà, exactement, ça va être à toi de travailler. Donc là déjà, tu vas, par rapport à ce qui était présenté ici, tu vas dire si tu veux plutôt un 15 grammes, un 27 grammes ou un 37 grammes, puisque comme je te l'expliquais, on a 3 tailles de couteau. Ensuite, tu vas choisir si tu veux quel type de finition. On a 3 finitions, donc tu as une finition miroir, une finition titane et une finition titane noire. Ensuite, donc tu vas feuilleter notre catalogue de tatouages, Oui. parce que tu as vu tout à l'heure qu'on en a énormément dans nos tiroirs, et donc on va essayer de faire un peu une shortlist Oui. de ce qui t'intéresse le plus par rapport à tes thèmes de prédilection. Donc ici tu as... Non, Pascal Gothique, voilà, Pascal la tête de mort, ce qu'il faut. Voilà, tu as des têtes de mort, tu as des Voiture. bolides. Comme c'est Paname, il y a peut-être une petite tour Eiffel. On a une magnifique tour Eiffel. Là, tu peux voir le rendu de la tour Eiffel dans les 3 finitions. Donc le titane noir, le titane gris
et le miroir. Non, mais c'est très beau, ça. Et après, tu vas pouvoir venir te poser la question du manche. Là, il y a ça, il y a cette version-là, avec écailles de tortue ou noir. Je sais pas, là, qu'est-ce que vous en pensez, vous, à votre avis? Mais là, tu as quelque chose qui a voilà, un petit peu plus de peps, un peu plus de chic. Allez, on prend ça. On va prendre l'écaille de tortue. Alors, on va même rajouter Paname Forever. Ah ben voilà, Hein, c'est parti. Paname Forever. Alors, un petit espace. Forever. Hop, allez, C'est tout. on laisse Alors, ma feuille. Voilà, on laisse tout ici, on Et prend on va le menu, voir Laurent. et on va voir Laurent qui va s'occuper de nous et qui va prendre le relais. Bonjour, monsieur Bonjour. Laurent. Qu'est-ce que je vous sers? Une tour Eiffel. Une belle tour Eiffel bien cuite. Très bon choix. Et si vous voulez passer me rejoindre, vous allez voir la gravure en temps réel. Passe devant. Ça se passe avec cette machine? On passe avec cette machine qui est un laser. C'est bon, c'est bien calé, chef? C'est bien calé, il ne reste plus qu'à lancer la machine. Alors, tu vois, il y a quand même un petit détail qui est assez amusant, c'est que donc, notre tatouage vient vraiment épouser parfaitement la vis qui est sur le pivot. Ouais. On joue également avec la pointe de la lame, et donc on essaye vraiment d'occuper l'espace de manière harmonieuse par rapport à la forme de la lame, et chaque tatouage est vraiment très différent à ce niveau-là. T'as la gravure qui se fait, que tu peux voir sur l'écran, et donc là, effectivement, dans la machine, tu vois le rayon du laser, alors qui passe d'abord une première fois, qui balaye de façon horizontale, Oui. puis après de manière verticale, pour faire une gravure, comme tu vas le voir après, qui est extrêmement précise et qui restitue parfaitement tous les détails du tatouage que tu as choisi. Oui, il y a déjà une tour Eiffel sur ma lame. Incroyable. Ça y est, terminé. Et Il voilà est le prêt. résultat. Magnifique. Et donc là, tu as exactement ce que tu as choisi Wow. tout à l'heure. Merci beaucoup, Luc. On a vraiment envie de tous les acheter. Merci beaucoup, Mais de Laurent. rien. With every step we take, Kyoto to the bay, strolling so casually. We're different and the same, gave you another name, switch up. Les amis, entre la rue de Bretagne et la rue de Charlot, il y a un endroit qu'il ne faut absolument pas louper. C'est ici, c'est le marché des Enfants Rouges. C'est le plus vieux marché de Paris. Il date de 1615. Alors, il doit son nom au fait qu'autrefois, il y avait un orphelinat et les orphelins, les pensionnaires, portaient une petite étole rouge. Et le rouge, dans la religion chrétienne, c'est le symbole de la charité. Alors aujourd'hui, c'est plus vraiment un marché de 4 saisons, c'est plutôt un endroit où on vient se restaurer, comme ici. Qu'est-ce qu'on a au menu aujourd'hui? Alors, on a des pancakes de bio aux légumes et avec un petit coleslaw à côté. Super, ça donne envie. Il y a toutes les cuisines du monde ici. Hein. Il y a thaïlandais, couscous, enfin on peut se faire plaisir comme on l'entend. C'est ouvert 6 jours sur 7. Ça s'appelle le marché des Enfants Rouges. On adore, c'est un lieu de vie génial. Frédéric attend Yvan au pied de la mairie du 3e arrondissement. De style néo-renaissance, ce bâtiment témoigne des origines de la répartition administrative héritée de la Révolution française. Bonjour mon bon Yes. Frédéric. Hello, Yvan. Comment ça va? Ah bah bien. Mais qu'est-ce que vous faites sur votre marelle là? Non, bah, je suis venu voir la mairie du 3e. Oui, bel exemple de mairie d'arrondissement. Absolument. Du Second Empire, Oui. typique. Mais alors maintenant, c'est même plus du 3e arrondissement, c'est de Paris-Centre. Oui, Vous savez c'est qu'il y a vrai. eu des élections, ça a été voté. Oui, Pour on savoir... a regroupé. Voilà. les- Et quelle mairie allait devenir la mairie de Paris-Centre, représentant le 1er, le 2e, 3e et 4e arrondissement. C'est celle-ci qui a été désignée. Bravo. Elle est particulière cette mairie ou elle est comme Elle les est autres? particulière dans son architecture, avec des décorations. Vous avez une statuaire là tout en haut au fronton, au-dessus Oui. du fronton, avec le commerce et l'industrie, qui montre bien la volonté d'échange dans les communes, et puis le sigle de Paris et les symboles de Paris. Tout en haut. Napoléon III, ça. Hein. Napoléon Typique. III, 1861, 1867 pour la construction. Oui, c'est typique. À l'époque, il y avait combien d'arrondissements? Ça remonte à quand, justement, les arrondissements? Ah ben, les arrondissements, ça remonte à après la Révolution. Où on a commencé à diviser Paris en arrondissements. Justement, on se trouve devant cet escargot géant, là. Oui. Ça me fait penser à l'escargot que représentent aujourd'hui les arrondissements. Ouais, qui est dans l'autre sens. Hein. Oui, puis on part du centre au lieu de partir de l'extérieur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, la Seine est là, absolument. À l'origine, au moment de la Révolution, il y avait 9 arrondissements. Et en fait, ils étaient découpés au carré, un peu comme les États américains. Et puis on a rajouté 3 arrondissements, on est passé à 12. Et puis après, il y a eu 1860, le rattachement de toutes les parties autour de Paris. Et du coup, on s'est retrouvé avec 20 arrondissements. Ouais. Et il se trouve que le 13e tombait dans l'ouest parisien, du côté de Neuilly, Passy, Ouais, et Chaillot. alors? Ben, là, il y a des gens aisés qui ont dit « mais c'est pas possible, on ne peut pas habiter le 13e arrondissement ». Ah bon, pourquoi mais pourquoi? Ben, parce que jusque-là,
Quand il y avait 12 arrondissements, on disait aux gens qui vivaient en concubinage, vous êtes mariés à la mairie du 13e, puisqu'elle n'existait pas. Donc c'était une façon de dire... Ça déplaisait aux habitants du 16e. Ben oui, oui, où On marchait dans les clous. Ben, il fallait te marier, évidemment. Marié, évidemment. Donc comment est-ce qu'on peut faire? Et du coup, on va imaginer non plus de tailler Paris au carré, mais de tailler Paris comme un escargot, en fait. Et là, ça a marché. Eh ben oui, parce qu'on se retrouve avec le 16e ici. Et le 13e de l'autre côté. Voilà. Et là, les gens sont plus modestes et ils n'ont pas pu se battre contre cette... C'est incroyable, cette c'est ben incroyable voilà. ces petites histoires. À quoi ça tient? À quoi ça tient, ouais. Absolument. Bon, mais si je vous ai emmené ici, je vous accueille ici, c'est pour parler de la mairie, du square et de ce lieu, parce que là se tenait la tour du temple, la prison du temple. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Ça m'évoque surtout Louis XVI. Absolument, Voilà. tout à fait. Prisonnier de la prison du Temple. Et voilà, dernier lieu où il a été retenu. Mais c'était ici. Prisonnier. C'était exactement sur ce territoire-là. C'était une grosse tour qui était à l'intérieur de l'enclos des Templiers. Donc c'est pour ça que c'est le quartier du Temple aujourd'hui, Oui. ici. 15 mètres de côté, 50 mètres de haut. On pouvait voir de loin arriver les ennemis. C'était la dernière résidence avant que Louis XVI soit guillotiné. Absolument. Il est sorti pour être jugé et il a été guillotiné quelques mois plus tard. Et qu'est-ce qu'elle est devenue, cette tour, après? Alors cette tour qui est devenue presque un lieu de pèlerinage pour les royalistes, en disant c'est là que la famille royale a vécu ses dernières heures, vous imaginez? Et ça, Napoléon a voulu nettoyer complètement. Et en 1808, il décide d'un trait de plume de démolir, de faire démolir cette tour, cette prison du Temple. Ça va mettre 2 ans et en 1810, il n'y a plus rien. Après quoi, on va se tourner vers le futur, Oui, 1860. avec cette mairie Avec cette mairie et ce joli parc. et ce joli parc qui s'appelle Square du Temple. Ça vous étonne? Non, pas vraiment. On y est vraiment dans le quartier du Temple là, qui avait été pris par les Templiers dès le XIIe siècle. Merci beaucoup, Frédéric. J'ai adoré votre histoire de 13e arrondissement. Allez, je vous laisse faire votre marelle. Ah oui, j'adore. Au revoir. Bise. Bise. There's a place I go to when no one knows me. It's not long. Nous voilà à présent 37 rue Charlot. C'est ici que Fabien Bevrard a installé sa boutique de photographie qui, en 17 ans, est devenue un incontournable du quartier. Counting stars and fighting sleep. Let it wash over me. Salut Fabien. Bonjour Yvan. C'est parfait, bouge pas. La pause est top. La lumière est bonne. Ça te va? Ouais. On a de la chance. On pourrait faire une belle photo là de toi. Superbe. Ça fait 17 ans que tu es ici maintenant. Ça dans fait cette rue. 17 ans, enfin un peu plus, parce que j'ai ouvert en juin 2004. En fait, j'ai eu simplement quelqu'un qui a su me poser la bonne question, c'est de savoir ce que j'aimais faire dans une semaine. Ouais. À l'époque, quand je travaillais encore dans la communication. Et je lui dis, oh bah ça, si tu veux savoir, c'est être le samedi matin, prendre mon scooter, aller au puce de Montreuil, acheter des photos. Chiner des photos. Chiner des photos. Je me Ça. suis retrouvé obligé, en fin de droit acédique, de me retrouver du travail. Je me suis installé dans les brocantes et j'ai vendu des photos. Et je me suis installé après devant le marché des Enfants Rouges. Et j'ai eu un stand où là, j'ai vendu des photos. Et donc, quand ce local s'est libéré, j'ai été choisi parmi les candidats. Et j'ai été choisi par le maire du 3e arrondissement, Pierre Edenbaum, socialiste. Qui a sauvé, on peut le dire, le qui, marché des en enfants fait, rouges. entre guillemets, a sauvé le marché des Enfants Qui Rouges. devait être un parking normalement. Voilà. J'imagine que ta collection, elle est énorme. Mais est-ce que tu peux nous montrer quelques exemples de ce que toi, récoltes, chines, récupères? Le mieux, là, je vais vous montrer, je crois, je viens d'acheter un lot de photos. Oui. Si ça vous dit qu'on regarde ensemble. Avec grand plaisir. Et On y va. Oh, c'est chouette. Donc, C'est là. par exemple, C'est ça le trésor. Cette semaine, c'est un professionnel Ouais. qui est venu me proposer cette valise avec dedans 3 albums et plein de petites photos très différentes les unes des autres. Après, souvent on me dit c'est subjectif mon choix, Oui. mais je cherche des photos avec du mouvement, je cherche des photos surprenantes. Bon là, je reconnais l'avant d'une traction Citroën et je sais que j'ai des clients qui cherchent des photos de traction Citroën. Donc là, c'est plutôt bon. Là, j'aime la pose de cette fille. Là. Ah, oui. Voilà, elle a une pose un peu particulière, presque de mannequin. Ça peut t'intéresser. Ah bah là, ça m'intéresse, parce que là, moi, je vais pas souvent voir une fille comme ça à la plage, dans cette position-là. Là, on est vraiment dans du grand classique, du très petit format, années 30, 40, 50. On retrouve l'attraction. Je sais que dans un... Voilà, par exemple, ça, une façade de boulangerie, c'est quelque chose qui fascine totalement les Américains, par exemple. Ah bon? Oui. Ah, c'est peux vous dire différent que- selon les Oui, nationalités? les Français, ils sont habitués à voir une boulangerie comme pâtisserie Ah bah comme oui. ça. Sauf qu'un Américain, c'est complètement son voyage à Paris. D'accord. C'est une vraie Donc ça- boulangerie-pâtisserie. Ça, c'est pour un Américain. Ça, c'est pour un C'est Américain. pratiquement sûr du coup. À 100%. À 100%. Voilà. Mais toi, par exemple, qu'est-ce qui
qui te semble, enfin, ce qui t'émeut, ce qui te parle le plus quand tu regardes une Ce photo? qui m'émeut, c'est la relation qu'il peut y avoir entre le photographe et le photographié. C'est-à-dire, c'est toute cette relation qui s'installe au moment où je vais faire une photo de vous ou de toi. Les gens arrivent pour prendre la pose. Et tout le travail du photographe, c'est justement de leur faire oublier qu'ils sont en train de poser. Est-ce qu'on est bien d'accord? Même si ça, on sait que ça va plaire aux gens de la mode parce que c'est des marcheurs, Voilà. les vitrines, ça va plaire aux Américains. Ici, c'est ton regard quand même un peu. C'est mon regard, et là, je vais sûrement en prendre une ou deux maximum. Oui, une ou deux. maximum. Allez, on en choisit une. Laquelle tu Bah, choisis? j'aime en voir une avec un enfant, un jeune homme. Ça, c'est rare. J'aime l'aspect déterminé de ce monsieur, avec sa pipe. J'aime l'équilibre de ces deux femmes. Ouais. Là, c'est une photo qui raconte la maternité, le statut de la femme, à une Ouais, certaine c'est époque. Alors, il y a beaucoup de photos anonymes, mais il y a Oui. aussi des célébrités autour de nous, là. bah, On a Jeanne Moreau, Oh, on ne présente pas. Piccoli et Deneuve, David Bowie. Il y en a une qui est là, juste là. Je ne sais pas si possible. Ah ouais, c'est Steve McQueen, ouais. Steve McQueen, quoi. Alors lui, McQueen est l'icône française, alors qu'il n'est pas acteur français. Qui est américain, ouais. Hein. Ouais, et lui, ça pose pas, ça. C'est une folie. Tout le monde veut Steve McQueen. Tu continues à photographier? Parce que là, je te vois... Alors, je m'amuse. Là, c'est un peu un bijou, parce que c'est un petit appareil qui était le seul appareil fabriqué pour les femmes. Ah bon? Je suis un homme, je ne devrais pas m'y intéresser. Ça date de quelle époque, ça? Ça, c'est tout début 60. C'était fait pour aller dans le sac à main des demoiselles et des dames. Et maintenant, il est autour de ton cou. Merci beaucoup, Fabien. Merci rien. pour cette découverte. J'ai envie de partir avec une photo et j'en ai Eh ben, vu... regarde. Voilà, j'en ai vu une qui m'intéresse beaucoup. C'est une photo de Joséphine Joséphine Baker. Baker, à Paris, qui a Ouais. beaucoup aimé Paris. Bah oui, merci beaucoup. Salut à toi. J'ai deux amours. Mon pays, Paris. Il est quand même superbe, ce quartier, non? On tourne là? Pour finir cette balade, place à une institution du sandwich gourmand et généreux chez Alain Miam Miam. J'ai faim, j'ai faim, j'ai faim, j'ai faim, j'ai faim. Bonjour Alain, Bonjour, ça va? Yvan. J'ai faim. Est-ce que je suis au bon endroit? Je pense. Explique-moi comment ça marche un peu chez toi, là, parce qu'il y a une grande Comment ça carte. marche? Ça marche bien. T'as les meilleurs sandwichs de ta vie, alors la vraie question c'est are you ready? Ah oui, je suis prêt, ouais. T'es Très, prêt? très prêt. Ok. Après le process, t'as une liste de légumes, Ouais. tu peux tout choisir. Et t'as 6 garnitures différentes de viande. D'accord. Jambon cuit, il vient de Franche-Comté, les cochons se promènent dehors. Les poulets, le pastrami. Le pastrami Ça, c'est fermier, bon, alors ça. il est fait par l'éleveur en fait des animaux dans le Pas-de-Calais. Et un peu de poisson. Et la truite fumée, la meilleure du monde, la maison Bartouille. Ah oui, ça fait combien de combinaisons possibles? 1962 possibilités de mix. Ah Parce que toi, tu peux choisir, c'est toi qui te composes ton sandwich. J'ai imaginé ces sandwichs il y a un peu plus de 16 ans maintenant. Ça m'a pris 1 minute 30. OK? Le résultat, c'est quel que soit ton mix, il est toujours gagnant. bon. C'est toujours bon. Ouais. Oh. Allez, choisis le pastrami. Yes. Et il faut que je bosse, j'imagine. Il faut que je le fasse aussi. Tu vas le faire, oui? Ouais. Ouais. On est bon? On est bon. Ça, c'est le big. Ça, c'est le big. Et ça, c'est le régular. Ouais. Il faut que tu le coupes en deux. Tu prends salade, Ah, on commence par la salade, ouais. OK. oignon. Alors, généreux aussi. Hein. Tu vois, on peut en mettre un peu, là. Il prend Voilà. le double. J'adore. Voilà, là, c'est pas mal. OK. Champignons, tomates, Tomate, ouais. comté ou Cantal. Tu vas goûter et tu vas en choisir un. C'est un comté de 11-13 mois. Cantal. On y va. Alors, Hop, encore une petite tranche. pas une. Là, t'as mis 1/5 de ce que tu peux mettre. Ah, d'accord. Je peux mettre ça comme ça. C'est ton sandwich, hein. Après, bon, ça te suffit? Ouais, c'est pas mal. Personnellement, j'en aurais mis plus, moi, hein, quand je le fais. C'est énorme. Tu coupes, ça fait pardon. presque peur. Alors là, on n'a plus que le pastrami à mettre. Exactement. On va pas tout mettre. Bah non, mais suffisamment quand même. J'adore. Il en faut, quoi. T'as eu, toi, cette envie comme ça d'être généreux, d'en mettre. J'en sais rien, moi. Tu sais pas, tu t'es pas posé la question? Non. C'est une évidence? Alors, regardez comme c'est magnifique. Ça, c'est un sandwich. Tu fermes. Ça. Voilà. Hop là, oh là là. Alors, Faut tu y aller. tiens un peu, si. Voilà. Ah, toasté. Ouais, toasté, allez. Allez, on prend. Go.
C'est par là? C'est par là. Ouais. Comme ça en va? fait. Ouais, parfait. Et voilà. On se met là? Pam, 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 pam. Bon, au boulot. Allez, Allez, installe-toi avec moi. yes. Bon, même si tu le connais, tu vois. T'as soif? Tout va bien. Ça, c'est faux, hein? T'aurais pu accompagner ça d'un bon petit rouge, là. J'ai un bon petit vin rouge. C'est ce qu'il faut hier. J'ai l'impression que tu te régales. Hein. Je me régale pas, je me délecte. C'est génial. Merci. On va se quitter avec toi, Alain. Après cette belle balade du côté de la rue de Bretagne, quartier que t'adores, toi. J'adore. J'espère que vous aussi, vous avez passé un bon moment en notre compagnie. Je vous invite à voir ou revoir cette émission sur notre site internet francetv.fr, à venir me parler sur les réseaux sociaux. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle balade dans Paname. Moi, j'ai du boulot, faut que je finisse mon sandwich Miam, chez miam. Alain. Miam, 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 je confirme. Je bouffe. was hurt. It came to T'as toujours un couteau dans ta J'ai poche? tout le temps un couteau dans ma Il poche. est où, là? Le pire, c'est que là, je viens de l'enlever. Ah, tu vois. Fabrice, Fabien, j'imagine que ta collection, elle est énorme. Dans la... Ah, pardon, excusez-moi. Tu prends salade. On commence par la salade, ouais. Ouais, la pince, j'ai dit. À la pince. Tu le mets là.